Sénat en clair consacré ce soir au changement de discours de l'exécutif sur l'éolien. Ça a commencé au Sénat mardi. Elisabeth Borne a utilisé des mots suffisamment forts pour qu'ils soient très remarqués. La ministre dénonce, je cite, un développement anarchique, une saturation visuelle et un sentiment d'encerclement. Et ce n'est pas rien dans la bouche de la ministre de la Transition écologique. Alors que faut-il en conclure? Vers quel type de mesures cela va ou cela doit nous mener? On va se poser toutes ces questions avec nos invités après le rappel des faits de Léa Demirjian. Au moment où le gouvernement redessine le panorama énergétique du pays, c'est une inflexion qui en dit long. Mardi dernier, devant la commission des affaires économiques du Sénat, Elisabeth Borne n'a pas mâché ses mots, en dénonçant le développement anarchique de la filière éolienne. J'ose espérer que ce qu'on me montre, c'est les pires horreurs. Il y a vraiment à la fois des implantations de parcs éoliens en covisibilité avec des monuments historiques. Je ne comprends même pas comment on a pu arriver à ces situations. On a des territoires dans lesquels on a une dispersion de petits parcs de taille, de forme variable, qui donnent une saturation visuelle, voire un phénomène d'encerclement autour de certains bourgs, qui est absolument insupportable. Les propos détonnent et le changement de ton est inédit. Aujourd'hui, l'énergie éolienne représente plus de 5% de la production énergétique française. Pour le gouvernement, pas question de freiner le développement de la filière. L'objectif est toujours d'atteindre 15 500 éoliennes en 2028. Si Elisabeth Borne se montre particulièrement critique envers les éoliennes trop proches de monuments historiques, elle pointe également du doigt la mauvaise répartition du parc. Trop de pylônes dans les Hauts-de-France et le Grand Est, pas assez en Nouvelle-Aquitaine et région PACA. La ministre s'est engagée à mieux travailler avec les élus locaux pour changer les règles d'installation et de répartition de cette source d'énergie renouvelable sur l'ensemble du territoire national. Avec nous pour Sénat en clair ce soir, David Cormand, bienvenue, député européen Europe Écologie Les Verts. Rémi Prudhomme, bienvenue, professeur émérite des universités en économie, ancien directeur adjoint de l'environnement à l'OCDE, auteur du mythe des énergies renouvelables. Frédéric Lanoë, bienvenue, vous êtes directeur général de Valorem, constructeur et exploitant d'éoliennes et de panneaux solaires, membre de Énergie Éolienne qui promeut, on l'a compris, l'énergie éolienne. Jean-Louis Butré, bienvenue à vous également, vous êtes président de Fédération Environnement durable qui regroupe 1300 associations et vous êtes l'auteur de Éolien, une catastrophe silencieuse. Merci à tous les quatre d'être ici. Rémi Prudhomme, quand vous entendez la ministre nous parler de développement anarchique des éoliennes, de saturation visuelle, voire d'encerclement, on vient encore de l'entendre, vous êtes d'accord avec elle? Vous êtes surpris par ce qu'elle nous dit? Moi, je suis un peu surpris parce qu'elle est un peu en recul sur les positions officielles du gouvernement. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous trouvez que les mots sont justes quand elle parle de saturation visuelle et d'encerclement? Je pense qu'il y a beaucoup de vrai là-dedans. Pour les gens qui ont dans leur jardin des éoliennes, il y a en effet un sentiment d'agression et d'éoliennes, qui se vérifie d'ailleurs très bien parce que s'ils veulent vendre leur maison, ils la vendent 20 ou 30% de moins. J'avais calculé une fois le nombre de gens qui étaient affectés et le coût que ça représentait. On parlait de milliards d'euros. Donc qu'il y ait dans le public une réaction de rejet, c'est vrai. Ce qui est important aussi peut-être de souligner, c'est que la répartition géographique des éoliennes était très inégale. Elles sont principalement dans les zones les plus pauvres. Vous n'avez pas d'éoliennes dans le Luberon ou à l'île de Ré. Et c'est aussi le constat qu'a fait Elisabeth Borne, qui a eu des mots très forts lors de cette audition. Je vais juste vous en redonner quelques-uns et on va faire un petit peu circuler la parole. David Cormand, Elisabeth Borne nous dit « Il y a des emplacements de parcs éoliens en covisibilité avec des monuments historiques. Je ne comprends même pas comment on a pu arriver à ces situations ?» Est-ce qu'elle a un peu raison de poser cette question? Est-ce qu'effectivement c'est assez incompréhensible d'en arriver là? Qu'est-ce que je vous dise? Moi je me demande dans quel pays vit Elisabeth Borne. On est en France. Le nombre de monuments historiques est, c'est bien d'ailleurs, très nombreux. Et moi qui suis normand, quand je vais au Mont-Saint-Michel, effectivement, à un moment, on voit aussi des éoliennes. La question, si vous voulez, elle est assez curieuse parce que on vient de fermer. Le décret de la fermeture de Fessenheim vient d'avoir lieu et j'ai l'impression que Mme Borne, d'ailleurs dans une vision assez vieux monde, pense qu'il faut équilibrer. Puisqu'on a enfin fermé Fessenheim, il faut envoyer un signal
aux partisans de l'énergie du passé. Ah, vous y voyez une démarche politique, là, alors? Oui, c'est le et en même temps. Le et en même temps macronien, là, joue à plein. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les énergies renouvelables sont celles dans lesquelles investissent majoritairement tous les pays du monde, qu'on est à la fin d'un cycle carbone, mais également du cycle nucléaire, et qu'il est urgent d'investir dans les économies d'énergie et dans le renouvelable. Qu'il y ait des nuisances avec des installations... Elle a raison de poser ce sujet-là sur la table. C'est un sujet qui est connu. Les éoliennes sont des installations industrielles. Lorsqu'il y a un plan d'installation d'éoliennes, c'est pas quelqu'un qui vient chez vous en impose une dans votre jardin. Il y a une enquête publique extrêmement complexe à laquelle il faut répondre. Il y a un débat contradictoire. Il y a d'ailleurs des plans d'implantation régionaux, départementaux d'éoliennes. Donc quand elle utilise le terme d'anarchique, je pense qu'elle ne connaît pas d'ailleurs le sens, y compris historique de ce mot, mais c'est faux. On est dans un pays qui est en état de droit et on n'installe pas des éoliennes. Et elle appelle à un développement harmonieux de l'éolien. Oui, mais c'est déjà largement en partie le cas. Et l'autre problème qu'on a en France, c'est qu'on a 0 éolienne offshore. Alors qu'on a la deuxième, une expérimentale en Pays de la Loire. Et donc, si vous ne faites pas d'éoliennes offshore, évidemment, la concentration d'éoliennes se fait au sol. On va terminer ce tour de table quand même pour les impressions que vous a donné peut-être Jean-Louis Buttré, le discours d'Elisabeth Borne qui a un peu pris tout le monde de court, il faut le dire. C'est très repris cette audition au Sénat mardi. Je pense d'un seul coup, elle se met à réaliser qu'on a déjà 8000 éoliennes, qu'il y a des gens qui protestent partout, que c'est au bord de la révolte, qu'il y a des régions entières, et je pense aux Hauts-de-France, où des présidents de région se déchaînent en disant « je n'en veux plus », ou au contraire ceux de l'Ouest, comme Dominique Bussereau, qui vous dites, les promoteurs, c'est pour vous répondre à cette planification, comme vous dites, en réalité se comportent comme des, et je cite, des gens sans foi ni loi. Donc si vous voulez, c'est actuellement, il y a sur la France une emprise d'une industrie, et je ne lui veux pas de mal, simplement une industrie qui veut mettre de force des éoliennes sur la France et qui fait tout ce qu'il faut au point de vue marketing pour y arriver, c'est normal. On ne fabrique pas ces machines. Donc actuellement, l'industrie allemande déverse sur la France, quand on dit 10 000 éoliennes, il faut multiplier par 3 millions, c'est 30 milliards d'euros de marché. Il est normal que les industriels se disent je vais prendre le marché, donc ils jettent sur la France tout un tas de prospecteurs. C'est intéressant le sujet que vous posez, évidemment on va vous laisser répondre. Sur des cibles qui sont des cibles faibles. C'est quoi? C'est des agriculteurs ou des propriétaires de terrain qui louent un terrain et aujourd'hui vous louez n'importe quel terrain de France pour 10 000 euros par an. Et ensuite vous avez une mairie, et surtout dans des coins pauvres, où vous le dites il va y avoir une taxe et tous les maires signent. C'est-à-dire qu'on a on a jeté en pâture sans aucune planification ni rien, en pâture des promoteurs sur le territoire qui font leur travail. Frédéric Lenoé. Oui, écoutez, moi je suis sidéré par ce que j'entends, parce que non seulement vous êtes climato-sceptique, vous avez écrit un livre sur le réchauffisme, monsieur Prudhomme, mais en plus vous voulez saper l'industrie française. Donc ça je comprends pas. Qu'est-ce qui va nous rester, vous c'est quoi le monde que vous voulez? Vous voulez le monde de l'après-guerre, les centrales nucléaires, qu'on les relance, ça coûte 2 fois plus cher. Ça coûte 2 fois plus cher l'énergie qui sort du nucléaire moderne que d'une éolienne. Non, il faut réaliser que l'éolien français crée chaque année l'équivalent d'un Fessenheim en emploi. Un Fessenheim en emploi. Donc qu'est-ce qu'on veut? Moi, je suis à la tête d'une entreprise qui emploie 260 personnes. Une entreprise française, monsieur, qui est à Bordeaux. L'année dernière, j'ai recruté 60 personnes, plus 30%. Vous en connaissez beaucoup, des industries. Alors qu'est-ce que vous proposez aux jeunes de France? D'aller pointer à Pôle emploi? Rémi Prudhomme, peut-être? Est-ce qu'on va continuer à exporter notre énergie, à importer notre énergie des pays pétroliers, de déstabiliser la planète? Non, je pense qu'il faut être clair. C'est votre opinion, une opinion du 21e siècle. Quand vous regardez les sondages des Français, sondage après sondage, OpinionWay, Harris, 73 à 77% de gens pour l'éolien. Et quand vous regardez les riverains, il y a la moitié d'entre eux qui deviennent pour après l'installation. On passe à 80%. Donc excusez-moi, vous ne représentez que vous-même et quelques châtelains. Il ne faut pas que la ministre se trompe. Vous permettez que je réponde, monsieur Prudhomme, parce qu'il y a des attaques personnelles. On est des châtelains, on est des pro-nucléaires. Je dis que vous représentez des châtelains, c'est vous-même, je ne sais pas. On est des pro-nucléaires et des climato-sceptiques. Donc la technique de ce monsieur, c'est quoi? C'est exactement ne pas vouloir parler des problèmes de l'éolien, c'est une technique bien connue, et de détourner la conversation sur d'autres sujets. Que proposez-vous pour combattre le réchauffement climatique? Je vous écoute. Mais on n'est pas là pour parler du réchauffement. Et si on pouvait avancer sur le fond? On est là pour parler de l'éolien. Monsieur, l'éolien, actuellement,
les Pourquoi on fait de c'est plus l'éolien 1400 associations qui sont à la Fédération Vous répondez pas à la environnementale question. ne peuvent plus voir en peinture l'éolien. C'est des gens qui se plaignent, c'est des gens qui gorment plus. Alors vous allez me dire, bon, c'est des gens, etc. Bon, Moi, je d'accord. représente 1000 industries, Alors, 1000 entreprises en France. Vous avez derrière On maintenant. va laisser répondre Rémi Prudhomme, s'il vous plaît. Oui, oui. Il a été lui aussi interpellé directement. Rémi Prudhomme. D'accord. Oui, d'abord, je dirais que moi, je n'ai aucun conflit d'intérêt. C'est-à-dire que je n'ai jamais touché le moindre sou de quiconque pour avoir des opinions D'accord. sur ce Ça, thème. c'est dit. Ce n'est pas le cas de la plupart des gens qui défendent les éoliennes. Ils gagnent leur vie, très bien, on ne leur reproche pas. Mais il y a tout de même une différence entre quelqu'un qui est un universitaire, qui tire ses revenus de sa retraite de professeur et qui réfléchit, qui a réfléchi toute sa vie, qui a une information et donc qui mérite d'être pris en considération. Ça, c'est un premier point. Alors, comme je suis économiste, les questions de coût m'intéressent particulièrement. Et j'ai entendu 2 ou 3 choses qui sont fausses. Allons-y rapidement, s'il vous plaît. Premièrement, dire que la France importe des combustibles fossiles pour son électricité, c'est un mensonge. son Nous énergie. n'importons rien du tout. Au contraire, le fait de construire des éoliennes et des panneaux voltaïques nous amène à importer beaucoup de choses de l'extérieur, puisque tous les panneaux sont fabriqués en Asie et que à peu près toutes les éoliennes sont fabriquées en Allemagne ou au Danemark. Donc, du point de vue du commerce extérieur, ce que vous avez avancé est complètement inexact. Un deuxième point concerne le coût. Quand vous dites que le coût est moins... Alors, il y a un deuxième point qui concerne le CO2. Vous dites pourquoi est-ce que l'on veut faire des éoliennes? Pour lutter contre le CO2. On ne peut pas imaginer quelque chose de plus absurde parce qu'on ferme des centrales nucléaires pour mettre des éoliennes à la place. Les éoliennes ne rejettent pas de CO2, mais les centrales nucléaires n'en rejettent pas non plus. Alors, donc nous n'allons pas, avec des éoliennes, réduire d'1 kilogramme les rejets de CO2 de la France. Je vais laisser la Et j'ai parole d'autres à arguments. David Cormand dans un instant. Je voudrais juste qu'on écoute le chef de l'État parce que lui aussi, Emmanuel Macron, il y a quelques semaines, a fait part de son scepticisme sur l'éolien. On écoute, on réécoute ces mots et je vous fais réagir. Le consensus sur l'éolien est en train de nettement s'affaiblir dans notre pays. Il y a l'éolien offshore qu'on a développé et relancé très fortement, mais de plus en plus de gens ne veulent plus voir d'éolien près de chez eux, considèrent que leur paysage est dégradé, ne veulent plus avoir de l'éolien qui s'installe. Je regarde les choses comme vous, telles qu'il se passe du territoire. Il ne faut pas l'imposer d'en haut. Il y a une petite musique qui commence à circuler sérieusement, David Cormand. Oui, mais vous savez, les lobbies dans cette affaire sont très puissants. Quand on entend la question des industries éoliennes, d'abord, il y en a des entreprises qui fabriquent des éoliennes, mais il y en aurait pu en avoir davantage. Il y avait une entreprise qui s'appelle Alstom, qui produisait des éoliennes, qui a été scindée en deux, et dont on a cédé la partie énergétique à General Electric. Il y a même Areva, qui depuis a fait faillite, qui était spécialisée dans le nucléaire, mais qui s'était mise à construire des éoliennes. Qu'est-ce qu'on a fait? Elles ont vendu la dimension éolien à Gamesa et à Siemens. Ce qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, il y a un enjeu industriel pour la France d'avoir un géant de la fabrication éolienne. Et puis après, il y a la question du coût. Vous savez, j'habite en Normandie, je vous parlais tout à l'heure du Mont-Saint-Michel. On a un fleuron de l'industrie française en Normandie. C'est la centrale nucléaire de Flamanville, notamment ces fameux réacteurs EPR, qui sont tellement un fleuron que là, on nous annonce qu'elle devait coûter 3 milliards, ce réacteur. Aujourd'hui, on est à 12,9 milliards. Ouais. Elle devait ouvrir en 2012. Aujourd'hui, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va ouvrir. Donc il y a une catastrophe industrielle en France en ayant investi dans le nucléaire. Qui plus est, ce n'est pas une autonomie énergétique pour la France. On ne produit pas 1 gramme d'uranium en France. Donc c'est aussi des importations. Quant à l'importation, pourquoi on a une balance commerciale déficitaire en France? Parce qu'on importe des milliards et des milliards d'énergie fossile, certes pas pour produire de l'énergie, mais pour l'essentiel de notre consommation énergétique. Et donc oui, une transition énergétique, ça veut dire des économies d'énergie, c'est énormément d'emplois, et des énergies renouvelables. Et la France est en train de prendre un retard, et moi je suis très inquiet d'entendre le chef de l'État raisonner comme au XXe siècle. Il est censé être assez jeune, Tout à fait. et il a une vision très passéiste des choses. Jean-Louis Buttret et ensuite Frédéric Lanoé et ensuite on va en salle des conférences. J'aimerais bien qu'on revienne à l'éolien parce qu'on divague sur d'autres sujets. Ça pourrait être tout cela est lié, vous ne pouvez pas couper On l'éolien. divague sur d'autres sujets, vous bloquez la parole.
sur d'autres sujets. Alors allons-y. Ne perdons pas de secondes précieuses. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une éolienne au point de vue écologie? C'est une usine électrique. Ça commence par 2500 tonnes de béton qui ne seront jamais enlevées du sol. Ensuite, un mât, etc. Vous avez une nacelle. Écoutez, je peux parler sans... Allez-y, c'est gentil. Donc, une nacelle, 70 tonnes de matériel électrique avec des produits pas tous sympathiques. Il y a des terres rares de temps en temps, même souvent. J'arrive pas. Jean-Louis Buttré, allez-y. Je ferai la même chose. Ensuite, vous avez des pales dont plus personne ne sait quoi faire, puisque c'est des pales en plastiques spéciaux, c'est-à-dire des époxys, bisphénol, etc., condensés. Et ensuite, vous mettez des fibres de verre ou des fibres de carbone, ce qui fait que les Allemands ne savent pas quoi en faire. Ils disent on va les mettre dans les décharges africaines. Et les États-Unis, alors eux, c'est bien connu, il n'y a pas de problème. L'écologie, il n'y a pas un problème. On creuse un trou, on met les pales. Et les Français, aujourd'hui, ne savent pas quoi en faire. Mais j'aimerais avoir votre solution, du coup. C'est quoi la solution? En plus, mais c'est pas à moi de donner la solution. Quand on commence, on a 8000 machines aujourd'hui qui tournent. 90% d'une éolienne est recyclable. Non, monsieur, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Les pales, c'est un mensonge. On peut les mettre dans les granulats du bâtiment. Écoutez, c'est une question. Mais des terres rares, il y en a plus dans vos téléphones portables. Et c'est un millième du poids. Les sommes. Donc, le béton, raisonnable. 10 tonnes. Non, moi je un dernier mot et on met de l'argent de côté pour le démantèlement. Non, vous connaissez pas le sujet. Notre fédération propose un démantèlement total de la souche. Permettez-moi. Alors, je ne peux pas vous laisser dire ça parce que moi je suis un industriel, donc je sais de quoi je parle. Excusez-moi. La question à la veille des municipales, c'est qu'est-ce qu'on propose à nos campagnes? Qu'est-ce qu'on propose à la diagonale du Ville? Est-ce qu'on veut remettre sur là où il y a des centrales nucléaires, des EPR, reconcentrer notre énergie pour 2 fois plus cher? Ou est-ce qu'on veut réenchanter la ruralité? Parce qu'une éolienne qui s'installe, par exemple dans l'Inde, demandez à Jacques Pallas, c'est 300 000 € pour les territoires locaux, c'est 150 000 € ils viennent d'où, un parc. Alors c'est 150 000 intéressant que vous commenciez à parler de témoignages parce qu'on en a un, c'est celui d'un sénateur qui représente ses électeurs, ses habitants, c'est Michel Canveil, il est sénateur centriste du Finistère, il est en salle des conférences avec Alexandre Poussard, il va nous dire ce que pensent les habitants. Michel Canevette, est-ce que vous ressentez dans votre département, le Finistère, est-ce que vous ressentez ce rejet des éoliennes terrestres par la population? Alors oui et non. Il y a certains endroits dans le département où effectivement on voit qu'il n'y a pas d'acceptabilité de la part de la population et puis d'autres endroits où finalement ça se passe plutôt bien. J'ai par exemple en tête le premier parc photovoltaïque du Finistère. Il a été installé voilà près d'une vingtaine d'années. Il a fait l'objet très récemment... Parc éolien. Oui, parc éolien. Parc éolien, pardon. Oui. Il a fait l'objet très récemment d'une refonte totale. Eh bien, le temps que les éoliennes n'étaient plus dans le paysage, les habitants étaient très étonnés et se demandaient même si elles allaient revenir. S'inquiétant de cela, ça veut dire que ils se sont habitués et finalement ils s'adaptent très bien. Et sur ce parc éolien, par exemple, il n'y a eu rigoureusement aucun recours. Et puis il y a d'autres endroits où c'est beaucoup plus compliqué parce que les riverains, en général, quand ils sont assez proches, n'acceptent pas. Donc le problème, c'est le développement anarchique. Il y a un développement anarchique sur votre territoire? Alors chez nous, dans le Finistère, par exemple, ça a été pensé parce qu'il y a eu plusieurs schémas éoliens qui avaient été créés, donc qui définissaient des zones où on pouvait les mettre. Mais on s'aperçoit qu'avec les règles qui ont évolué, c'est de plus en plus contraignant. Et aujourd'hui, je crois qu'il est de plus en plus difficile, effectivement, de trouver des endroits où il y ait cette acceptabilité, tout simplement parce que les meilleurs endroits ont été occupés et les autres sont assez proches des habitations. Ce que vous dites, c'est qu'il n'y a plus de place, en tout cas chez vous, pour construire des éoliennes. Ça va être difficile, effectivement, d'en construire de nouvelles. Par contre, ce qu'il est possible de faire, c'est de les remplacer par des matériels beaucoup plus performants qui sont beaucoup plus productifs. Ça, je crois que ça permet d'atteindre des objectifs de productivité qui soient meilleurs. D'accord, donc jouer sur les matériels. Alors il y a une autre alternative à l'éolien terrestre, c'est l'éolien offshore, l'éolien en mer. Est-ce que la France l'a assez développé aujourd'hui? Alors, pas du tout. La France ne l'a pas développé du tout. Pourquoi? Tout simplement parce que depuis 2012, où nous avons décidé les premiers parcs éoliens en France, il ne s'est rien passé. Nous sommes 8 ans après, nous sommes en procédure constante. Il y a des recours contre tous les projets, c'est pas acceptable. Quand on voit dans les autres pays européens, l'Angleterre, le Danemark, même la Belgique, qui a quelques centaines d'éoliennes en mer, de constater que nous, avec le littoral aussi étendu que nous avons, que nous ne soyons pas capables d'avoir
autre chose qu'une seule éolienne d'essai actuellement, c'est proprement scandaleux. Donc moi j'appelle à ce que, effectivement, des mesures soient prises pour que nous puissions développer l'éolien en mer, parce que l'éolien en mer répond à des impératifs de production d'énergie renouvelable. Très bien. Merci beaucoup, Michel Canévet, d'avoir répondu à mes questions. Beaucoup de choses intéressantes et vous voulez tous réagir, je l'entends parfaitement. Rémi Prudhomme. Non, je voudrais revenir sur la question des coûts. Attendez, c'est une réaction à ce que vient de dire le sénateur ou pas? Parce que dit le sénateur. Oui. Donc vous pouvez d'abord rebondir. Alors je vous en prie, je vous donne la parole. Réaction. Clairement, qu'est-ce qu'a dit ce monsieur? Il y a des endroits où ça marche et des endroits où ça marche pas. Il y a des schémas pour ça. Il y a une enquête publique. Donc la voix des riverains, elle est écoutée. Et à la fin, la question c'est comment on va faire pour rejoindre un peu le peloton européen. On a 7% de notre électricité. En Europe, c'est plutôt 15%. Et moi, je vois 2-3 mesures. Il faut être constructif. Il y a effectivement 2-3 mesures. Il est faux de dire tous les endroits où on pouvait en mettre sont occupés. Parce que maintenant, on a des éoliennes avec des très grands rotors. On peut baisser encore le prix de l'énergie. On peut aller dans des endroits où il y a 10 ans, on ne pouvait même pas rêver d'en mettre. Donc il faut trouver une façon, et on a proposé des choses à la ministre, pour les répartir géographiquement. 2, il faut adresser un sujet qui présente une gêne pour les riverains. Moi, je ne suis pas non plus jusqu'au boutiste. C'est l'éclairage la nuit. L'éclairage la nuit, il faut travailler là-dessus. Il y a des systèmes qui peuvent détecter les aéronefs et allumer seulement si et seulement si les éoliennes à ce moment-là. Donc il y a des mesures pour favoriser un rattrapage de la France et une décarbonation de notre électricité. Rémi On se paye la tête déjà. Je m'excuse. Attendez, non, Rémi Prudhomme, s'il vous plaît. Rémi Prudhomme d'abord. Je veux revenir sur la question du coût. Les auditeurs ne savent peut-être pas que l'éolien et du reste le solaire ont été construits de façon suivante. L'État, EDF, s'engage à payer à quelqu'un un prix élevé la totalité de ce qu'il produit. Pour un industriel, c'est le pied. Vous produisez, on vous achète. Vous avez passe par des appels d'offres. Laissez-moi parler. On passe par des appels d'offres. Laissez-moi parler. Pour un industriel, c'est le pied. Vous produisez, on vous achète à coup sûr, et en plus à un prix très élevé. Pourquoi très élevé? Parce qu'il a été subventionné. Mais non, on peut pas. Non, excusez-moi, je peux pas vous laisser savez dire aussi ça. bien que très élevé. Le prix sorti des appels d'offres est à 55-60 euros le mégawattheure. Le nucléaire est à 100-110 euros le mégawattheure. Le prix a été extrêmement élevé. En France, désolé. Plus on a encore entendu, à l'étranger. Non, je voudrais pouvoir tout de même, Monsieur défend son beefsteak. C'est normal. Vous savez qu'il reste 4 minutes, ça va aller très très vite. Je le comprends. Moi, je suis économiste, je défends l'intérêt économique de la France. À l'heure actuelle, faire la révolution industrielle du moment. On va le laisser terminer parce qu'il nous reste à très peu de temps. l'heure actuelle, l'éolien et le solaire sont subventionnés à hauteur de 7 milliards par an. C'est beaucoup. C'est le budget du ministère de la Justice. Non, laissez-le finir, s'il vous plaît, parce qu'on ne va pas y arriver. C'est le budget du ministère de la Justice. Dans un pays comme l'Allemagne, qui en effet a beaucoup plus d'éoliennes que nous, savez-vous combien les Allemands paient leur électricité? Exactement le double de l'électricité que nous Jean-Louis payons. Butré, est-ce que l'éolien offshore, c'est l'avenir? Je ne parle pas d'éolien parce que je n'ai pas eu le temps de parler de l'éolien terrestre. Moi, je défends des gens qui actuellement sont en train de souffrir partout en France, qui n'en peuvent plus. Vous avez qu'à regarder les articles partout, il y a un rejet de l'éolien. Ils n'en veulent plus parce qu'ils sont malades. Et alors, vous allez me dire, bon, c'est encore des... Mais il y a même des animaux actuellement. On ne peut pas dire que les animaux soient anti-nucléaires ou pro-nucléaires. On constate qu'actuellement, partout en France... Vous dites qu'il y a un problème sanitaire? Il y a un vrai problème sanitaire. Il n'y a aucune étude scientifique, je le dis pour nos téléspectateurs. On amuse avec les lumières en disant, oh ben il y a un peu d'ISCO, on va les faire un peu moins. Puis alors pour la sécurité du territoire, la sécurité du territoire. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Si. La sécurité du territoire, vous permettez que j'en parle? Quand vous osez demander qu'on éteigne les éoliennes parce que finalement ça gêne. Oui, parce que des radars permettent de détecter les avions. C'est pour ça que je vous le dis. C'est ce qui se fait dans d'autres pays. Ça veut dire que l'éolien passe avant la sécurité du territoire. Alors moi je veux David Cormand, s'il vous plaît, sur la question sanitaire. C'est aussi une petite musique qui circule beaucoup. Est-ce que oui ou non les éoliennes... Il n'y a aucune étude qui démontre ça. L'Académie de médecine s'est prononcée. Il y a une question sur la biodiversité. C'est-à-dire qu'en fait, il faut réfléchir à l'endroit où on les met pour pas que ça rentre en conflit avec notamment les oiseaux migrateurs et tout ça. Mais ça, c'est des études qui sont prises en compte avant l'implantation d'éoliennes. Donc il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Il s'agit, comme toute installation industrielle, il s'agit de voir où on le met pour pas déranger les gens, pour pas qu'il y ait d'effets sur la vie du quotidien et pour pas qu'il y ait d'effets négatifs sur la biodiversité. Je voudrais dire une chose sur l'acceptabilité parce que c'est le sujet. En Allemagne, quand ils ont commencé à développer les éoliennes,
il y a eu ce problème d'acceptabilité. Comment ils ont résolu le problème? En créant des coopératives, y compris avec les habitants, qui étaient partie prenante du projet. C'est-à-dire qu'investissaient en tant que citoyens dans le projet d'implantation et qui avaient un retour sur bénéfice. Et là, curieusement, ça se passait mieux. Et c'est normal. Si vous avez un EDF qui arrive, qui dit « c'est moi qui installe à mes conditions une fois que j'ai rempli le cahier des charges et c'est moi qui ai le retour sur investissement », c'est évidemment plus compliqué d'accepter. Donc il y a eu un problème de méthode alors. Oui, parce que l'avantage de l'éolien, c'est qu'on peut avoir une production décentralisée. Et donc ça c'est très bien. C'est-à-dire d'irriguer, aujourd'hui avec le nucléaire, en dehors des autres problèmes, c'est une zone géographique qui bénéficie de l'installation industrielle. Avec l'éolien, on peut diffuser ça. Beaucoup de zones rurales, ça a une activité économique supplémentaire, à condition qu'il y ait un retour, y compris financier, pour les riverains et les habitants des villages. Et il y en a de plus en plus. En Bretagne, il y a le parc de Bégane et il y a 1000 citoyens qui détiennent le parc. Le phénomène de financement par la foule, il va croissant. Et c'est des parts très significatives qui sont maintenant financées par les riverains. Donc c'est ça l'enjeu, c'est l'appropriation. Et on sent quand même qu'il y a beaucoup de tensions et que ça suscite des réactions. Regardez le sondage. Le sondage, c'est 80% des Français sont pour. Et je pense qu'il faut que les hommes politiques voient ça. Ce qui monte dans les préoccupations, c'est le réchauffement climatique. Donc comment on le fait? Comment on adresse ce point du réchauffement climatique? Vous dites, c'est par vos techniques de blocage de la parole, d'essayer de... Il vous reste 20 secondes, Jean-Louis Dutré, si vous voulez conclure. Jean-Louis Dutré. Je conclus. La Fédération Environnement d'Europe se battra pied à pied, éolienne contre éolienne, parce que les gens n'en peuvent plus. 1500 associations de braves gens ruraux, on vient embêter. Actuellement, l'idée, c'est peut-être il y en a trop dans les Hauts-de-Seine, on va les déverser sur des zones biologiquement, biodiversiquement, et ça c'est un vrai scandale à les mettre dans la forêt. Et on doit s'arrêter là. Ils veulent pas. Ils crèvent du réchauffement climatique. Personne, vous permettez que je parle. Non, on vous mettra pas d'accord. Désolé, c'est la fin de ce débat. Je suis désolée, merci infiniment en tout cas d'y avoir participé. LPL continue avec le match des idées et un autre grand débat.